Bonjour mesdames et messieurs, donc nous allons faire un petit point aujourd'hui sur Parcoursup. Donc je pense que nous avons ici des parents et puis des jeunes gens qui sont peut-être concernés cette année par ces opérations. Généralement, Parcoursup, ne serait-ce que le terme, ça génère un petit peu d'inquiétude dans les familles, dans les foyers, et puis évidemment dans les lycées, on se dit il va se passer une opération très importante pour l'avenir de nos enfants, donc on investit du temps, et vraisemblablement votre présence ici est le signe de cela. Donc je vais essayer moi de parler de Parcoursup de façon peut-être un peu dédramatisée, parce que c'est un outil précieux et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il est plutôt intéressant de l'investir, mais de l'investir sur les bons aspects de la plateforme. Donc Parcoursup, en fait, pour que les formations du supérieur soient inscrites dans Parcoursup, elles se sont toutes engagées en signant une charte. Et dans cette charte, il y a 6 engagements précieux. Donc je vais vous les mettre à l'écran. Le premier engagement, c'est l'exhaustivité. L'objectif, c'était que vous ayez sur une même plateforme le plus de formations possible au niveau national. Donc on peut habiter l'Académie de Reims. Si on souhaite faire des études à Nice, on va trouver sur cette même plateforme les études de l'enseignement supérieur qui se produisent à Nice. Mais on peut aussi le faire dans l'autre sens. On habite à Nice et on veut venir dans notre belle Académie de Reims et on peut faire des choix sur le niveau national. Donc cette exhaustivité, elle est précieuse parce que ça veut dire que sur une seule et même plateforme, vous allez trouver toutes les informations pour les formations qui ont d'une part signé la charte Parcoursup, mais qui sont aussi contrôlées par nos soins et pour lesquelles on a une garantie finalement de qualité. L'année dernière, alors je suis sur les chiffres de la saison passée, vous m'excuserez puisque nous démarrons la saison Parcoursup 2023, nous avions plus de 19 500 formations qui étaient référencées sur Parcoursup. Toutes les formations sont référencées avec une même fiche, ce qui veut dire que d'une formation à l'autre, vous avez les mêmes informations précieuses. Le deuxième engagement que nous avons donc sur Parcoursup, c'est la simplicité. Alors quand on dit le terme algorithme, évidemment tout le monde se dit ça a l'air extrêmement complexe. Mais justement, la plateforme est faite pour que ce soit toujours simple. Vous avez l'intitulé, vous avez les contenus de formation, vous avez les attendus de la formation, vous avez ce qui s'est produit l'année N-1. Qu'est-ce qui s'est produit pour les jeunes qui étaient en terminale, par exemple, l'année dernière, en 2021-2022, puisqu'on est passé en 2022-2023. Le troisième point, ce n'est pas des moindres, c'est la liberté de choix. C'est vos enfants et vous-même qui faites les choix dans Parcoursup. Personne ne peut saisir en lieu et place d'une famille. Alors si l'enfant est majeur, évidemment, c'est lui-même qui va saisir. S'il est mineur, vous allez saisir évidemment avec lui et l'accompagner dans ses choix. Évidemment, je suppose que même s'il est majeur, vous continuez à l'accompagner dans ses choix. Mais c'est toujours l'élève lui-même et sa famille qui saisissent. Aucun enseignant n'a la main pour modifier les vœux d'un candidat. Il peut vous conseiller, mais il ne pourra jamais toucher ce que vous avez mis jusqu'au bout de la procédure. Tous les choix appartiennent aux jeunes. Et ça, c'est vraiment important de le dire. Je passe sur la diapo suivante. Donc, je vous avais dit qu'il y avait 6 engagements et vous trouvez ici les 3 derniers. La transparence, on en parle assez peu et pourtant, c'est un des points essentiels dans Parcoursup puisque la transparence, c'est ce sur quoi les établissements se sont engagés. Ils se sont engagés à dire quels étaient leurs critères d'examen des vœux. Ils se sont engagés à dire comment l'année dernière, ils ont fait la sélection des jeunes. C'est ce qu'on appelle le rapport public. Ils sont en train de l'écrire là pour qu'à l'ouverture de la saison Parcoursup 2023, vous puissiez savoir ce qu'ils ont retenu comme type de candidat, qu'est-ce qu'ils attendaient et qu'est-ce qu'ils ont rejeté. Donc cette transparence, elle est obligatoire. Sinon, ils ne sont pas sur la plateforme.
Ils sont sur la plateforme s'ils nous disent exactement ce qu'ils vont faire pour choisir les jeunes et comment ils s'y sont pris l'année dernière. L'accompagnement personnalisé, c'est un accompagnement de chaque instant pendant l'année de terminale ou quand on est en réorientation et qu'on souhaite s'engager sur Parcoursup. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de réseaux sociaux spécifiques Parcoursup. On va vous inviter à les suivre. Il y a des comptes Instagram, il y a des lives Parcoursup. À chaque étape de Parcoursup, il y a un Facebook Parcoursup. À chaque étape, on va avoir des petites capsules vidéo où on explique ce qui est en train de se passer. Donc c'est important de les suivre parce que c'est souvent des tutos très courts, mais très bien faits. C'est attention, dans 3 jours, il y a telle date butoir, il vous faut penser à faire ça, ça et ça. Et c'est dit en quelques petits points. Donc tous ces réseaux-là vous permettent d'avoir un accompagnement de chaque instant. Évidemment, dans les établissements scolaires, à l'université et ailleurs, on accompagnera également tout le processus d'orientation post-terminale. Et puis le dernier point, c'est la prise en compte de l'égalité des chances. Généralement, on nous dit, oui, mais moi, si je suis dans tel lycée, je risque de ne pas pouvoir intégrer telle école parce qu'on va avoir estampillé que je suis dans tel lycée. Et évidemment, dans Parcoursup, on met tout en œuvre pour que tous les élèves aient la même chance d'accéder au type d'études qu'ils souhaitent, y compris avec des critères boursiers, etc., pour être sûr qu'on ait bien une mixité dans toutes les formations. Donc, vous voyez, toutes les formations que vous allez retrouver, à minima les 19 500 de l'année dernière, sur la plateforme Parcoursup, elles se sont toutes engagées sur ces 6 points. Et ça, c'est important de le savoir. Alors après, la question de l'algorithme. Vous le voyez, j'en parle en souriant parce que souvent on nous dit « Oh là là, l'algorithme Parcoursup ». Du coup, on a un peu ce sentiment, peut-être parce que vous êtes comme moi, vous vous dites « C'est quoi ce terme d'algorithme ?» On a un peu le sentiment que notre destin ne nous appartient pas et que ça serait une machine qui choisirait notre avenir à notre place. Ce n'est pas du tout ça, hein, l'algorithme qui est derrière Parcoursup. L'algorithme de Parcoursup, c'est arriver à référencer ces 19 500 formations, à peu près, et tous les vœux de tous les candidats qui vont être engagés dans la machine, sachant qu'ils peuvent avoir 10 vœux sur des formations en dehors des vœux par l'apprentissage. Donc, vous multipliez le nombre de vœux par le nombre de candidats qui rentrent dans la machine et le nombre de formations, il faut bien que ça tourne pour qu'on puisse arriver à repérer combien on a de personnes qui demandent telle formation. C'est ça l'algorithme de Parcoursup. En revanche, Parcoursup, ce sont que des humains derrière. Donc je vais essayer de rassurer tout le monde. C'est le classement des vœux par formation, c'est fait par des enseignants qui enseignent dans ces formations. Ce n'est pas l'ordinateur qui a choisi, qui a dit « Bon, bah, à partir de telle note, je sors tel candidat et je ne regarde pas son dossier. » Donc, c'est des commissions, on appelle ça les commissions d'examen des vœux. Chaque formation met en place une commission qui va examiner les vœux. La machine, elle a permis de dire à telle formation, vous avez tant de candidats qui vous ont demandé. Et donc, il va falloir classer ces candidats-là. Et donc, les commissions se réunissent et classent leurs candidats. Une fois qu'elles ont classé les candidats, elles nous envoient dans les rectorats leurs numéros. En fait, nous, on ne les identifie pas. Tout ça dans un fichier sécurisé qui est importé dans Parcoursup. Et c'est ça qui va faire qu'au moment des résultats d'admission, votre enfant ou vous-même allez recevoir, vous avez une proposition d'admission. Mais c'est bien un classement humain qui a été fait. La machine, elle a juste mis en lien et les jeunes et le classement humain. Donc, tout ça, c'est important de le dire parce que sinon, on se dit, bah, qu'est-ce qui va se passer? Je remets mon destin au hasard, ça fait un petit peu peur. Et c'est tout le contraire de la plateforme. Qu'est-ce qu'il faut retenir absolument quand on est sur Parcoursup? Mais absolument, ce que je vais mettre là, c'est des dates. Alors, le frigo, il sert à ça. L'ordinateur, les post-it, le bureau, c'est cette partie-là qui est précieuse. Et à chaque date,
il y a quelque chose de différent à faire. Donc là, je vous ai mis la diapo en avant-première. Dans les prochains jours, elle va apparaître sur les réseaux Parcoursup avec le calendrier, avec une frise très joliment faite. Mais pour l'instant, je vous les ai mis comme ça sur cette diapo-là. Donc en fait, la première étape, c'est le 20 décembre. C'est avant les congés de fin d'année. La plateforme, elle est ouverte, mais vous ne pouvez faire aucune action dessus. Comme ça laisse du temps en famille pour regarder, en fait, un petit peu comment ça se passe. Donc là, on est tranquille pendant un mois, mais on a un mois où on peut consulter sans avoir d'action à faire. Donc c'est une façon pour vous de vous approprier les fiches par formation. À partir du 20, vous verrez les 19 500 formations qui s'offrent à vous pour la rentrée prochaine, ou les 19 600, ou les 19 700. On verra combien nous avons de formations qui se sont engagées, qui ont pu être contrôlées et pour lesquelles il nous semble qu'il y a tout intérêt à les mettre à disposition sur Parcoursup. À partir du 18 janvier, vous allez pouvoir ouvrir votre dossier sur Parcoursup. Donc là, vous avez une action possible. Ce n'est plus de la consultation, c'est une action possible. Donc là, l'ouverture de la plateforme, elle est ouverte aux candidats et vous allez pouvoir commencer à formuler des vœux. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez revenir dessus. Ce n'est pas parce qu'on le fait très tôt que c'est très bien. Des fois, on dit oh, ça ouvre le 18, il faut le faire le 18, comme ça, on est débarrassé, c'est fait. Des fois, il faut mûrir le projet, il faut se renseigner, il faut profiter des forums, il faut profiter des salons comme aujourd'hui. Mais il va y avoir le forum Avenir étudiant, il va y avoir des portes ouvertes des établissements du supérieur. Il faut juste, le 18 janvier, commencer à vérifier si on est en capacité de se connecter correctement, si on a bien tous les éléments qui sont demandés, si on est capable d'ouvrir notre dossier. Si votre enfant est en lycée aujourd'hui, de toute façon, il va être accompagné par les professeurs principaux et les psychologues de l'éducation nationale pour aller en salle informatique, ouvrir son dossier. Donc, il n'y aura pas de souci. Si vous l'avez ouvert avec lui à la maison, son dossier sera ouvert. Je vous donnerai quelques petits points de vigilance sur cette question du dossier, parce que des fois, on fait des petites bêtises, on note pas le mot de passe, on oublie quelle boîte mail on avait choisi. Donc, toutes ces choses-là, évidemment, il faut être un petit peu rigoureux. Donc, la plateforme est ouverte à partir du 18 janvier et on peut commencer à saisir des vœux. Mais vous le voyez, dans mon déroulé, on a jusqu'au 8 mars. Donc, du 18 janvier jusqu'au 8 mars, je peux ouvrir mon dossier. Il y a évidemment des candidats qui risquent de procrastiner un petit peu ou d'un seul coup se dire je me réoriente, ils ne l'avaient pas prévu là à l'heure où je parle, puis ils vont le prévoir un peu plus tard. Ils peuvent très bien ouvrir leur dossier le 7 mars. Ça sera la même chose que s'ils avaient ouvert le 18. La seule différence, c'est qu'ils auront moins de temps pour consulter, revenir en arrière, etc. Donc du 18 janvier au 8 mars, on agit, on ouvre son dossier, on met des vœux. À partir du 8 mars, 23h59, on ne peut plus rajouter de vœux. Ça, c'est important à retenir. Il vaut mieux avoir mis des vœux auxquels on n'est pas sûr d'adhérer complètement jusqu'au 8 mars, quitte à les abandonner après, que d'avoir mis 2 vœux auxquels on tient absolument en disant de toute façon je ne veux rien d'autre, et puis le 9 mars matin se dire j'aurais quand même dû rajouter celui-là. Il n'y aura plus d'action possible. On ne peut qu'enlever, on ne peut plus rajouter. Donc on a jusqu'au 8 mars pour remplir son panier, si je le dis un peu de façon triviale. On remplit son panier avec ce qui nous plaît beaucoup, puisqu'il pourrait, peut-être, il faudrait qu'on creuse, on n'est pas allé aux portes ouvertes, on n'a pas rencontré. Donc on le met, parce qu'au moins il est là, parce que si après il y a un coup de cœur, on l'aura. Si on ne le met pas en disant « non, j'ai pas envie, je verrai plus tard », après le 8 mars, il n'y a pas de plus tard. D'accord ? Mais on a quand même jusqu'au 8 mars.
Alors on entend dire beaucoup de choses sur oh, il faut que dès janvier ils sachent. Non, il faut que le 18 janvier ils commencent à savoir qu'ils peuvent ouvrir leur dossier, mais on a jusqu'en mars. Hein. C'est quand même une année scolaire qui est en train de se dérouler. Hein. Donc il n'y a pas de précipitation, il y a une rigueur sur le calendrier. Après, oui, vous pouvez poser les questions. Ça... Pas du tout. Ils ne sont pas classés. Donc, votre enfant, il met les vœux. Vous-même, vous mettez les vœux. Vous mettez autant de vœux qu'autorisés. Je vais en parler tout de suite après. Vous mettez les vœux. Il n'y a pas de hiérarchie. La hiérarchie, elle est peut-être dans votre tête, peut-être dans la tête de votre enfant, mais elle peut encore bouger. C'est pour ça que je dis, tant qu'il y a un petit doute, il vaut mieux avoir fait le vœu. Parce qu'on sera toujours à temps pour dire « je ne le confirme pas, ce vœu-là ». Finalement, maintenant, je sais que ce n'est pas ça. Parce que c'est le temps, il faut laisser le temps au temps. Il faut se laisser aussi le temps de comprendre comment on avance, qu'est-ce qui nous plaît, puis comment ça marche aussi en terminale ou dans le sup, si on est dans le sup. D'accord ? Non. Non, non. Chaque établissement n'a l'information que concernant la formation pour laquelle il est présenté. Donc, si votre enfant ou vous-même, vous demandez une formation sur 10 lieux différents, la même formation, dans votre tête, vous savez à quel endroit vous avez envie d'aller ou que votre enfant aille. Les formations, chacune individuellement reçoit que votre enfant ou vous-même êtes intéressé par la formation chez eux, mais ne sait pas que cette formation elle est demandée 9 fois ailleurs. Donc, eux, ils ont l'obligation de classer par rapport à la concurrence qu'ils ont reçue. C'est-à-dire, ils ont reçu 150 personnes, il y a 30 places, ils doivent classer ces 150 sans se dire « Oh oui, mais de toute façon, celui-là, il demande là, donc je suppose que s'il est pris là, il ne viendra pas chez moi, etc. » Ils ne le savent pas. Donc, ils doivent systématiquement regarder le dossier, étudier le dossier et se dire « ça correspond, ça ne correspond pas ». Voyez ? Alors, je poursuis, mais n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Donc, 8 mars, c'est fini, on ne peut plus saisir de nouveaux vœux. Par contre, le dossier appartient toujours à la personne qui a ouvert le dossier. Et le 6 avril, c'est la date limite pour compléter et confirmer les vœux. J'avais fait des vœux, mais j'hésite. Et puis finalement, au fur et à mesure de mes rencontres, des salons auxquels j'ai participé, des portes ouvertes, des carrefours, des semaines de l'orientation, tout cela m'a aidé à construire mon projet. Et donc, du coup, je sais que finalement, ce vœu-là, je ne le veux absolument pas. Eh bien, je ne le confirme pas. Donc, du coup, l'établissement du supérieur, je reprends la question de madame, ne recevra pas que votre enfant ou vous-même avez pu à un moment donné être intéressé par leur formation. Ils ne le savent pas, puisque vous n'avez pas confirmé ce vœu. Au départ, potentiellement, c'était dans la liste, et à l'arrivée, ça n'y est pas. Il faut confirmer, évidemment, les vœux auxquels on pense pouvoir prétendre et sur lesquels on s'est renseigné, on sait qu'on pourrait aller en termes de transport, en termes d'hébergement, en termes de contenu. On sait que tout ça, on est capable de le faire. Il ne faut pas se restreindre, il ne faut pas dire je confirme que 2 vœux parce que tout le reste, j'hésitais. Parce que là, pour le coup, ça veut dire qu'on n'a plus que 2 chances. Donc, il faut trouver le curseur. Ça ne sert à rien de confirmer un vœu pour lequel on est convaincu à 300% qu'on n'ira pas, même si on était appelé par la formation. Mais il faut aussi se laisser la chance de dire ce n'est pas mon vœu préférentiel dans ma tête, mais si je n'étais choisi que par cette formation-là, quand même, ça m'intéresserait d'y aller. Si on n'a pas confirmé, on ne sera jamais appelé. Donc vous voyez, entre le 8 mars et le 6 avril, il reste à continuer les forums, les carrefours, les salons, les visites des sites virtuels des établissements du supérieur, se renseigner
pour valider finalement, je confirme tous mes vœux, ou j'en confirme que 4, ou que 6, ou tous ceux que j'avais faits. Et puis après, ben, on est concentré sur le bac hein, si on est en terminale. On est déjà concentré sur le bac si on est en terminale. Mais on va laisser tranquille, vous voyez, cette réflexion-là, elle est faite, ce travail-là, il est fait. Et à partir du 1er juin, il y a un petit coup d'agitation, parce que le 1er juin, les premières réponses d'admission vont apparaître sur le dossier de votre enfant ou de vous-même. Mais vous avez entendu dans ce que j'ai dit les premières réponses d'admission. Ce n'est pas, aujourd'hui, c'est oui ou non, et c'est binaire et ça s'arrête là. Alors, c'est ce qui crée parfois un peu de stress, parce qu'on se dit, ah ben là, il n'a toujours pas ce qu'il souhaite, elle n'a toujours pas ce qu'elle souhaite, il faut attendre. Cette attente, elle est un peu génératrice d'appréhension, on l'entend tout à fait. Mais en même temps, cette attente, c'est parce que ça permet d'avoir tous les choix possibles. Du coup, je réexplique par rapport à la question de madame tout à l'heure. Est-ce que les établissements du supérieur connaissent l'ordre de préférence de nos choix? Et j'ai répondu non. Du coup, les établissements du supérieur, ils ne savent pas si votre enfant a fait 10 vœux, 1 vœu, 4 vœux. Eux, ils classent en fonction des candidats qu'ils ont. Ils ont donc intérêt à classer assez loin, puisqu'ils ne savent jamais si, à l'issue, ils vont avoir quand même les candidats qu'ils souhaiteraient accueillir et amener à la réussite. Du coup, on peut trouver des candidats classés millième en liste d'attente. Et alors on dit, bah alors là, si je suis millième, autant dire que je ne serai jamais pris. Les formations, elles ne classent pas indépendamment de l'historique de ce qui s'est passé les années antérieures. Elles peuvent classer millième parce qu'elles savent qu'elles vont peut-être appeler jusqu'au 1500e sur liste d'attente. Puisque les années antérieures, il se trouve que tous ceux qu'ils avaient pris pour faire entrer au départ étaient des candidats qui avaient demandé d'autres formations ailleurs et qui étaient pris ailleurs. Et du coup, ces candidats ne venaient pas libérer les places. Ça faisait autant remonter les listes d'attente. Du coup, y a des candidats qui semblaient loin, qui d'un seul coup reçoivent, dans les 2 ou 3 jours qui suivent le 1er juin, qui reçoivent une proposition. Et Parcoursup tourne la nuit. Donc, dans la journée, le jeune a eu, par exemple, 10 propositions d'admission. Il avait demandé 10 vœux, et chaque formation est prête à l'accueillir. On a ces candidats-là. Évidemment, le jeune, il ne sera jamais assis sur 10 places en même temps. Mais tant qu'il ne clique pas sur le bouton, il bloque 10 places. Pendant ce temps-là, il y a 9 candidats qui attendent cette place potentielle que ce jeune doit libérer. Mais si c'est votre enfant qui a ces 10 places, il lui faut quand même ce petit temps de réflexion sur est-ce qu'on était très sûr de notre hiérarchie dans notre tête? T'as l'embarras du choix, qu'est-ce qu'on abandonne? D'accord? Derrière, si votre enfant est celui qui est liste sup numéro 1, il attend en fait, il attend qu'il y ait quelqu'un qui libère la place, vous voyez? Donc ça dépend dans quelle position on est. Alors les délais sont assez courts pour répondre, pour éviter qu'il y ait des candidats qui prennent 8 jours pour réfléchir à qu'est-ce que je prends, pendant qu'il y en ait qui passent 8 jours à attendre finalement ces fameuses places. Quand le fameux candidat qui a 10 places, a fait son choix, il ne peut valider qu'une place. Il ne peut pas en valider 10. Il ne s'assoit que sur une chaise. À partir du moment où il va dire la place que je voulais, c'était l'URCA, STAPS, Accès Santé, par exemple, les 9 autres places qu'il avait, elles sont automatiquement abandonnées. S'il a fait ça à 14 heures, les 9 autres places qu'il a abandonnées, elles ne sont toujours pas arrivées dans les paniers des autres camarades. Alors parfois, les candidats se connaissent entre eux, ils disent
toi, tu es liste sup numéro 1 sur quelque chose que je vais abandonner. Je suis en train d'abandonner et le candidat, il voit toujours rien dans son dossier, il voit qu'il est toujours liste sup numéro 1. Parcoursup tournera la nuit. Le lendemain matin, le candidat qui était liste sup numéro 1 aura dans son panier une proposition d'admission. Mais il en aura peut-être 10, parce que derrière, il y a plein d'autres formations qu'il avait demandées. Et il y a des candidats qui ont annulé des places. Et lui, il est dans ce même exercice d'un seul coup de qu'est-ce que je préfère dans toutes ces formations. Et tant qu'il n'aura pas cliqué pour dire c'est celle-là que je garde, il bloque la place et les autres attendent. Donc en fait, Parcoursup, vous recevez les propositions d'admission le matin. Donc il faut que vos enfants ou vous-même, le matin, vous alliez sur votre dossier, regardez si vous avez des propositions d'admission. Dans votre dossier, sera marqué jusqu'à quelle date vous avez pour valider votre vœu ou pas. Si vous mettez trop de temps, la place, on considère qu'elle a été abandonnée et elle est donnée à un autre candidat. Donc là, il faut un peu de rigueur. Oui, 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 oui. Mais en fait, comme les délais sont contraints, je comprends complètement. Alors en fait, ça change au fur et à mesure de la procédure et les petits tutos sur les réseaux vont vous donner les dates. Les premiers jours, comme il y a beaucoup de propositions, on est sur à peu près 3 jours. On verra le calendrier cette année. Après, on réduit à 2 jours, puis après à 24 heures. C'est dans la journée. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la progression de la procédure, on va demander aux jeunes de savoir à peu près ce qu'ils attendaient. Mais au début, quand il y a beaucoup de choix, on laisse du temps. Donc nous, on a plutôt tendance à... Alors je comprends ce que vous proposez, c'est-à-dire ne pas faire d'action précipitée sur le dossier. On sait qu'on a jusqu'au 3 juin, 23h59 par exemple, pour donner la réponse à ces propositions. On réfléchit en famille, on réfléchit avec son professeur principal, on réfléchit avec son psychologue de l'éducation nationale. Une fois qu'on a réfléchi, on sait. Se donner plus de temps, ça remet du doute, ça remet des inquiétudes. Par contre, le faire tout de suite en disant « bon, on était sûr, hein, ça tu en veux pas », c'est pas nécessaire tout de suite. De toute façon, ça ne tournera que la nuit. Donc, ça ne sert à rien d'agir dans la précipitation. Chaque année, on a des jeunes qui, dès qu'ils ont les propositions, valident et puis disent « oh mince, j'aurais quand même dû... » Et c'est compliqué de revenir après sur le dossier. Hein. Donc, il vaut mieux se dire « on est serein, j'ai les propositions, je les vois, on en parle ce soir. » Généralement, on fait en sorte qu'il y ait le week-end pour que les familles puissent échanger. Et puis, une fois qu'on sait... depuis le début, tu sais que tu veux aller à Lyon dans ta école. Ça ne sert plus à rien de repenser le problème à l'envers. Sais-tu là? Voilà, on est tous d'accord, on sait que c'est possible, ben on y va. Voilà. Et on valide, et on clique, et là, on est serein. Donc le 1er juin, il y a des jeunes pour qui la procédure Parcoursup, elle se termine. Et elle a été extrêmement fluide. Et l'algorithme derrière leur a permis d'avoir tous les choix, de construire, etc. Et puis pour d'autres, ça va se régler le 2, et d'autres le 3, et d'autres le 4. Mais les premiers jours, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup parce que, comme les écoles, les établissements du SUP ne savent pas combien de vœux ont été faits, ils ont classé. Et donc certains ont beaucoup de propositions dans leur panier. Donc ils vont être obligés de faire des choix. Ils vont libérer beaucoup de propositions. Donc il y a une grosse dynamique. Donc on peut être classé 1000e le 1er juin en liste d'attente. Le 2 juin au matin, on est 400e. C'est remonté super vite. Mais c'est remonté super vite parce que la formation du SUP qui a classé si loin, elle sait qu'il va y avoir de l'évaporation parce que c'est des jeunes qui candidatent sur plusieurs formations qui se ressemblent, etc. Ben, on est 400e, on dit ça remonte.
Le 3, on va se retrouver peut-être 100e. Puis le 4, 98e. Ah, ça se ralentit. Donc là, il y a un coup de... Mais est-ce que ça se ralentit? Et en fait, la transparence sur les fiches, ce que je vous disais tout à l'heure, la transparence sur les fiches, c'est vous dire, l'année dernière, jusqu'au combienième, ils ont appelé. Donc ça permet de se dire, mon enfant, il vient de recevoir qu'il est classé tant, mais si toutes les choses sont égales par ailleurs, bah, il va passer dans les prochains jours. Donc on reste serein, on ne se dit pas tout est perdu, il est millième, c'est une catastrophe. On regarde. Alors il est 2000e et vous voyez que dans la fiche formation, cette année qui vient de s'écouler, ils ont appelé jusqu'au 980e. Ça veut dire que si les choses se passent de la même manière, il est un peu loin. Donc ça lui permet de savoir dans les propositions qu'il va recevoir que peut-être il peut en garder certaines, pas les rejeter en disant non, j'attends toujours cette place, parce que cette place-là, elle va peut-être jamais arriver. Mais il est millième et vous voyez que les années antérieures, cette formation, elle a appelé jusqu'au 2000e, ben c'est juste une question de temps. Dans quelques jours, la proposition va arriver. Et pour vous rassurer complètement sur cette fameuse procédure et cet algorithme, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que votre enfant n'est pas obligé de mettre oui définitif à une formation. Il peut se dire, ah là j'ai une formation qui me plaît bien. Je vais mettre oui, mais je ne voudrais pas abandonner des formations qui sont en attente. Parce que dans celles qui sont en attente, je vois bien que possiblement, je vais peut-être être appelée par la formation qui me tient le plus à cœur. Donc là, il va mettre oui, je garde la place sur cette formation, mais je garde en attente celle-là où je suis classée en liste d'attente. Ce qui fait que le lendemain, quand il se connecte à son dossier, ben, il a toujours ce oui-là, il sait qu'il a réservé cette place pour lui, et il voit s'il continue à remonter sur liste d'attente sur la formation qu'il attend le plus. Et ça peut durer. Jusqu'au moment où bah, il s'aperçoit qu'il est vraiment remonté et qu'un matin, il se réveille et il a cette proposition de cette formation qu'il attendait. Donc là, il a 2 propositions dans son dossier. Celle qu'il avait gardée par sécurité, celle à laquelle il avait dit oui, et celle qu'il attendait vraiment, qui vient d'arriver. Et là, il doit faire le choix. Il ne peut pas s'asseoir sur 2 chaises. Et donc, il doit dire laquelle il valide. À partir du moment où il dit « je valide », celle que j'attendais le plus finalement, hein. Et c'est celle-là, parce que ça c'est mon oui définitif, ça va abandonner celle qu'il a réservée peut-être depuis 15 jours, qui va être proposée après la nuit au candidat qui était liste sup numéro 1 et qui lui attendait peut-être forcément cette formation-là. Vous voyez? Donc en fait, c'est cet exercice-là qui se produit. Donc un des points de vigilance, et puis je vous laisserai échanger avec moi évidemment, un des points de vigilance, c'est à partir du 1er juin, on ne s'inquiète pas si on n'a pas de réponse positive. On risque d'avoir beaucoup de réponses en attente. C'est pas une fin de non-recevoir. Ça veut juste dire que pour l'instant, il y a des candidats qui sont assis sur beaucoup de places et il faut juste qu'ils fassent leur choix. Et dès le lendemain, ils vont avoir libéré beaucoup de places et ça va repasser dans l'exercice dynamique de Parcoursup. Donc pas de panique. Pas d'action précipitée. Jamais. En revanche, un respect des délais. Ils sont indiqués chaque fois que votre enfant reçoit un vœu, une proposition d'admission, il y a marqué « Vous avez jusqu'à telle heure, tel jour pour valider ». Il faut faire cette opération-là. S'il ne valide pas, on considère qu'il ne souhaite plus être sur Parcoursup. Et la nuit d'après, sa place, elle est donnée à quelqu'un d'autre. Donc il faut faire systématiquement ce qui est écrit. Et vous pouvez avoir des alertes, vous en tant que parent, sur SMS, sur votre boîte mail, etc. Donc, moi je pense que la sécurité, c'est le matin, on se connecte, on regarde. Voilà, une vigilance quotidienne. Mais vous pouvez donner votre numéro de portable, votre boîte mail en sécurité à côté pour avoir les alertes de Parcoursup. Plus le suivi des réseaux sociaux
Instagram, Facebook, Parcoursup, et des lives Parcoursup qui vont vous dire attention, là il faut faire ça. D'accord? Alors j'avance un petit peu plus vite. Là je passe. Les bons réflexes, j'en ai parlé assez rapidement tout à l'heure, hein, en vous disant il faut échanger. Et c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui en étant dans ce salon, c'est commencer à aller voir, se renseigner, profiter de tous les forums, des salons, des portes ouvertes, des rencontres avec des anciens étudiants, des rencontres avec des professionnels, des rencontres avec évidemment les psychologues d'éducation nationale en CIO, mais les rencontres aussi avec les professeurs principaux, tout ce qui va être organisé dans les établissements scolaires. Donc ça, c'est ce qu'il faut faire tranquillement, j'allais dire, tout au long de l'année. Et pas forcément jusqu'au 18 janvier, puis on s'arrête, hein, vous l'avez compris. Je passe ce point-là, qui pour moi est important. En fait, sur Parcoursup, ce qu'il faut absolument, c'est que vos enfants ou vous-même ayez une adresse mail valide, qui ne change pas. Parce que pendant toute la procédure, il va y avoir des messages via cette adresse mail. Et généralement, c'est bien d'avoir créé une adresse mail avec un prénom, un nom. Parce qu'on a des adresses mail qui ne permettent pas d'identifier le jeune. Et c'est un peu compliqué quand c'est des acronymes un peu rigolos ou des expressions ou des phrases. Nos jeunes sont habitués à avoir des adresses mail peut-être humoristiques. Mais c'est bien sur Parcoursup d'avoir une adresse mail qui soit identitaire. Hein. Comme ça, on est sûr qu'on n'a pas de bug, on est au bon endroit. Hein. Voyez ? Et donc, cette adresse, il faut que ce soit celle-là que votre enfant ou vous-même allez utiliser tout au long de l'année. Parce que parfois, ils ont plusieurs adresses mail et d'un seul coup, ils ne savent plus laquelle ils avaient mis au moment où ils se sont inscrits. Du coup, ce n'est plus les mêmes mots de passe. Donc, régulièrement, il faut générer une nouvelle adresse mail. Et du coup, on est un peu en difficulté parce qu'on ne sait pas si on est sur le bon dossier, vous voyez. Donc, c'est important d'avoir quelque chose d'un peu propre. Hein. On a les dates, on a une adresse mail propre, un mot de passe qu'on connaît, un numéro de téléphone validé. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment les conseils précieux. Et pour ouvrir leur dossier, il leur faudra leur identifiant national élève, ce qu'on appelle l'INE. Et on vous l'a mis là. Hein. Tous les établissements vous connaissent votre identifiant. Mais vous-même, vous l'avez dans les bulletins scolaires et les passages au bac de votre enfant. Donc il faut absolument chercher ce document-là parce que quand le 18 janvier ou le 19 ou le 20, vous allez vouloir ouvrir le dossier, sans ces éléments-là, il n'y aura pas d'ouverture de dossier. Voilà ce que je pouvais dire déjà d'essentiel là-dessus. Je termine sur 10 vœux sous statut d'étudiant, plus 10 vœux possibles sous statut d'apprenti. Donc on peut avoir des dossiers qui sont extrêmement importants avec beaucoup de vœux. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions, des points sur lesquels je serais passée un peu trop vite et qui seraient